monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur A24 News pour ce nouveau numéro d'Hebdo Show Algérie qui se met à l'heure du Ramadan. Alors tout d'abord, Sahar Mdankoum, Sahar Ftorkoum. Mesdames et messieurs, ce soir, c'est 2 heures d'émission qu'on vous propose dans Hebdo Show Algérie. J'ai le plaisir tout d'abord d'être accompagné de Mehdi Rezal. Bonsoir Mehdi. Bonsoir Nouhed, 2h30 et Sahar Mdankoum, Sahar Ftorkoum à tout le monde. Bon anniversaire Mehdi. Merci beaucoup, c'est gentil, faut pas le dire. Il y a également Faisal Matawi avec nous. Bonsoir Faisal. Bonsoir Sahar Ftorkoum, bon anniversaire Mehdi. Merci beaucoup. Si Badis Khnissa est également avec nous ce soir. Bonsoir Salam Badis. Azoul, bonsoir, Sahar Ftorkoum, Sahar Mdankoum et joyeux anniversaire, mais à tes 100 ans. Tu vas y avoir droit. Et il y a également Tarek Hafid qui est avec nous ce soir. Bonsoir Tarek. Bonsoir, Sahar Ftorkoum, Eid Milad Saïd. Merci, Allah yahfadkoum. Au sommaire ce soir, mesdames et messieurs, l'Algérie, loin d'être isolée sur la scène diplomatique, le président du Niger, Abdelrahmane Tiani, était à Alger cette semaine. Une visite de grande portée politique, synonyme de reprise des relations entre l'Algérie et le Niger, et qui apporte avec elle la concrétisation du gigantesque projet de gazoduc transsaharien TSGP, une promesse de plus tenue par le président Abdelmadjid Tebboune. Peut-on parler de désescalade diplomatique entre Alger et Paris? Le ministre français de l'Intérieur, Laurent Nunez, était lui aussi à Alger cette semaine pour aborder les dossiers avec franchise et respect. Que savons-nous du roi du Maroc, Mohamed VI? On se pose la question ce soir avec l'ouvrage de Thierry Oberlé, Mohamed VI, le mystère, un ouvrage à travers lequel le journaliste dépeint le portrait d'un roi absent. Et en dernière partie, Nariman Zeka nous rejoindra pour nous faire découvrir le Mapping Festival, une représentation culturelle qui mêle art visuel et patrimoine. Et on commence, messieurs, avec ce retour sur l'essentiel de l'actualité, sur l'essentiel de l'actualité, sur donc cette visite du président du Niger à Alger, Abdelrahmane Tiani, qui a effectué chez nous une visite de 2 jours, une visite de grande portée politique qui intervient dans un contexte sahélien marqué par les défis sécuritaires majeurs et de recomposition géopolitique profonde. Faisal. Le président de la République du Niger, chef d'État, le général d'armée Abdelrahmane Tiani, a effectivement rendu une visite d'amitié de travail en Algérie le 15 et 16 février. Ça a mis fin à une période de froid qualifiée par le président Tebboune comme une période qui n'était pas du tout naturelle puisque les relations sont très denses entre les deux pays. Et effectivement, cette visite a été couronnée avec succès puisque plusieurs accords ont été signés, dont l'annonce faite par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de la décision que la Sonatrach prendra en charge donc les travaux, le segment nigérien par rapport au gazoduc transsaharien qui passe du Nigeria vers l'Algérie, vers la côte méditerranée en passant par le Niger. C'est une grande annonce parce que c'est une relance effective de ce projet. Et dans le communiqué commun qui a donc conclu cette visite, il a été souligné la nécessité d'accélérer plusieurs accords dans plusieurs secteurs, pas uniquement dans le secteur de l'énergie, mais également dans le secteur de la recherche minière, de la micro-entreprise, dans la culture, la numérisation, etc. Et ce qui est important, c'est que le président Tebboune a rassuré son homologue nigérien de la disponibilité de l'Algérie de contribuer avec le Niger dans la lutte contre le terrorisme et les crimes transfrontaliers. Le président Tebboune a déclaré que la sécurité du Niger est celle de l'Algérie. Donc il y a un travail qui va se faire entre les deux États, la sécurisation des frontières, et les deux capitales ont souligné la nécessité de respecter les souverainetés des États, de ne pas s'ingérer dans les affaires, mais également que l'avenir du Sahel, de cette région sahélo-saharienne, relève surtout des pays qui sont dans cette région, mais ça ne vient pas donc de l'extérieur. Ça met fin effectivement à une période qui a duré quelques mois. Les deux pays voisins ont renforcé, consolidé leurs relations, parce qu'il y a d'autres projets, peut-être on va les détailler tout à l'heure, dans cette coopération renforcée entre les deux pays. Alors justement, avant de revenir sur tous ces dossiers abordés par les deux présidents, Mehdi, je voudrais qu'on revienne avec vous sur l'accueil qui a été réservé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à Abdelrahmane Tiani. Cet accueil qui témoigne de l'importance qu'accorde l'Algérie à sa relation avec le Niger. Un accueil fraternel, un accueil qui a été sincère, rempli de respect et de fraternité entre deux présidents qui sont là pour oublier les malentendus des mois précédents et qui veulent avancer, ouvrir une nouvelle page, une nouvelle histoire entre les deux peuples frères. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'ils étaient sur la même longueur d'onde en parlant de fraternité de peuples frères et d'aller dans le même sens pour le développement du continent africain. Donc ils ont la même vision, les mêmes objectifs. Et ça a été, je pense, une très très bonne rencontre parce que il y a encore après le Ramadan des projets qui vont être concrétisés avec une deuxième réunion qui aura lieu juste après le Ramadan pour entamer les projets qui ont été évoqués
lors de ces rencontres. Donc voilà, c'est bien, on a repris nos bonnes vieilles habitudes d'être toujours dans le respect mutuel entre voisins et avec nos peuples, nos frères africains. Tarek Hafid, on peut parler d'une visite stratégique du président du Niger à Alger? Totalement. Alors, il y a deux axes principaux. Le premier, c'est l'énergie, et le second, c'est la sécurité. L'énergie, alors, c'est Abdelrahman Tiani. Non, excusez-moi, notre ministre de l'énergie, Mohamed Arkab. Arkab, qui est parti en précurseur d'abord au Niger. Il est parti ensuite au Burkina Faso aussi, un peu dans le même esprit, donc pour la question de l'énergie. Donc c'est un aspect qui est très important, donc notamment avec le TSGP. Et puis la question de la sécurité, de la coopération sécuritaire, de la lutte antiterroriste, qui est très importante. Et puis je retiens une phrase prononcée par le président du Niger, c'est « l'Algérie n'abrite pas de groupes qui lancent des attaques vers les pays voisins ». C'est une réponse en fait aux accusations proférées l'an dernier par la partie malienne, donc qui est en réalité, on peut le voir maintenant, assez isolé justement dans le cadre de l'AES, donc de l'Alliance des États du Sahel. Très bien. Badr Nissa, en quoi est-ce que cette visite a-t-elle impacté la région du Sahel? D'abord par la posture de l'Algérie, de sa diplomatie. L'Algérie ne promet pas. L'Algérie, elle structure, elle connecte. L'Algérie ne gesticule pas. Elle crée une valeur ajoutée. C'est ce qui fait sa force aujourd'hui. D'ailleurs, ça a été dit, y compris par certains journalistes au Niger, qui ont reconnu cet aspect algérien qui consiste à apporter un transfert de savoir-faire. Ça a été rappelé effectivement, on a des partenariats sur la pétrochimie par exemple, sur comment faire par soi-même et comment faire pour l'Afrique et par l'Afrique. Et c'est exactement la réponse que propose aujourd'hui l'Algérie avec le Niger, mais pas que, avec tous les pays voisins, ce que j'ai qualifié d'ailleurs de bon voisinage utile. Parce que, figurez-vous que le TSGP, ce n'est pas qu'un tuyau, c'est un cap géopolitique. C'est aussi une boussole, notamment pour l'Afrique, puisque je rappelle que c'est un projet qui est fait par les Africains et pour la première fois sans intermédiaire, sans partenaire, sans prestataire, on va dire, étranger, donc véritablement orienté vers l'intérêt de l'Afrique. Donc il est important de le dire aujourd'hui, pour faire par soi-même, avec une expertise proposée par l'Algérie, avec une bienveillance, avec un altruisme diplomatique de l'Algérie. Ça a été aussi rappelé par le président nigérien pour dire, effectivement, on ne partage pas que des frontières, on ne partage pas qu'un présent, on ne partage pas que des contraintes, on partage aussi un avenir. Sans oublier que les deux présidents ont insisté sur leur volonté de promouvoir la stabilité dans toute la région. Oui, la coopération sécuritaire, et ça a été donc rappelé par le président Tebboune en recevant M. Tiani, parce que, comme disait Tarek tout à l'heure, on disait à un moment donné, la partie malienne, que l'Algérie qui a lutté contre le terrorisme, qui est cité en exemple dans le monde, elle ne va pas donc aller déstabiliser la région. Badis parlait de ce grand projet qui est le gazoduc transsaharien. C'est pratiquement plus de 4000 km, 55% sur le territoire algérien. Et ce qui est important, c'est que la Sonatrach, après le mois du Ramadan, va construire 851 km de ce gazoduc qui est très très important, qui va transporter presque 30 milliards de mètres cubes de gaz vers l'Europe et qui donc va consolider la sécurité énergétique de l'Europe, mais également des pays africains, parce que c'est également un projet qui porte de développement pour la région. Je rappelle, Nouhed, que l'Algérie aussi développe d'autres projets importants, parce qu'il s'agit d'une coopération concrète. Le bloc de Kafra au nord du Niger, c'est un périmètre pétrolier qui est aussi exploité encore la Sonatrach, sa filiale CIPEX, sa filière internationale avec une entreprise nigérienne, mais également la construction d'une centrale électrique et également d'une raffinerie. Ça veut dire que c'est réellement des projets, en plus d'autres projets qui vont dans le sens du développement des régions, par exemple la construction d'un centre de dialyse dans la région de Tirozérine à Agadez, au nord du Mali, au nord du Niger, la construction aussi d'un institut de formation, d'une polyclinique, et même la maison de la presse de Niamey va être construite par l'Algérie. Donc c'est cette visite de M. Tiani, de Abdelrahman Tiani, président
chef d'État du Niger, est une visite qui est réellement une réussite pour les deux pays, pour la consolidation aussi de la stabilité et de l'intégration économique des pays du Sahel et africains. Je pense que ce retour, on va dire, on ne va pas parler de réconciliation parce qu'avec le Niger, quand même, les canaux sont restés ouverts. Donc on n'est pas arrivé quand même à une situation compliquée. Mais il y a un élément qui est important, c'est que les trois États de l'OAS ont eu énormément de mensonges, enfin toute une campagne mensongère de la part du Maroc qui leur a fait croire qu'il était là pour les aider, surtout sur le plan du développement. Et tout ceci est absolument faux, puisque le Maroc n'arrive même pas, lui, à se développer lui-même. Et dans le cas du TSGP, ce qui est important aussi, c'est que c'est un projet qui est vital pour le Nigeria même. Le tracé vers le Niger et l'Algérie est vital pour le Nigeria parce qu'il va permettre de développer les zones qui se situent au nord, donc à partir de Kano jusqu'à la frontière avec le Niger, où justement il y a de gros problèmes de développement, il y a un gros problème aussi de terrorisme. Donc le développement sert justement à lutter, à assurer la sécurité. Donc c'est quand même un élément qui est important aussi pour le Nigeria. Il faut rappeler qu'au-delà que ce soit un levier d'énergie, qui dit énergie bien évidemment dit développement, notamment continental, il est question aussi d'une prouesse technique. Et d'ailleurs là on voit les éloges notamment d'un expert américain, consultant notamment, qui a évoqué cet aspect sur l'aspect technique bien évidemment, mais aussi sur l'apport notamment de l'Algérie comme hub euro-méditerranéen, ce qui fait de l'Algérie, il la repositionne comme un corridor de développement au-delà de l'énergie, puisqu'on évoque effectivement le TSGP avec des chiffres assez éloquents, assez évocateurs. Ça a été évoqué par Faisal, plus de 4128 km. C'est peu vous dire, pour vous donner un ordre d'idée, c'est des milliers de pauses, notamment de techniques de ces pipelines. Et c'est également plus de 13 milliards estimatifs, on va dire, contrairement à certains projets chimériques, notamment le Merzen, qui croit encore à ce tracé que nul ne voudra, puisque c'est question de viabilité, question de fiabilité du projet. Donc, mais par contre, c'est aussi jusqu'à 30 milliards de mètres cubes par an exportés. Et là aussi, c'est ce qui fait de ces pays-là, y compris le Niger, qui, je rappelle, est exclu de l'équation énergétique aujourd'hui, va devenir un poids lourd, notamment sur l'équation énergétique et donc de développement intégré. Donc c'est un corridor d'intégration et de développement continental, encore une fois, toujours capté par les États africains. Très bien. Et pour l'autre projet, vous avez parlé du projet chimérique, effectivement, du Merzen. Je donne quelques données comparé au TSGP que l'Algérie voudrait développer avec ses partenaires, le Niger et le Nigeria. C'est le double, le coût est le double. 13 milliards pour le tracé Niger-Algérie, c'est 26 milliards. Et ça va passer par 16 pays, onshore, offshore, ce qui est pratiquement pour les experts irréalisable. Ça va coûter beaucoup plus cher, peut-être 10 fois plus cher que ce projet qui est, donc, comme l'a souligné par tous les experts, d'ailleurs tous les experts, y compris un bureau d'études britannique, des spécialistes, ont salué cette prouesse technique parce que le fait que l'Algérie prenne en charge le segment nigérien, ça veut dire que réellement le projet va être concrétisé parce qu'on avait parié que ça ne va pas marcher, que ça coûtera du temps, qu'il faut combattre les groupes armés qui sont dans la région, etc. Mais là, c'est réellement un projet... Ça veut surtout dire que l'Algérie a les moyens de sa politique. Absolument, c'est un projet solide. Pour abonder dans ce que tu dis, je parle en connaissance de cause. Techniquement parlant, ce tracé, encore une fois, imaginaire de la part du Merzen, qui traverse plus de 13 pays, juste pour vous dire, comment sécuriser au-delà de l'aspect technique. Mais je reviens sur l'aspect technique. Ce qu'il faut savoir, effectivement, cette pose offshore, donc ces poses de pipeline dans l'eau, ça, en fait, pour un peu vulgariser la chose, c'est que ça équivaut à un tracé de plusieurs milliers de kilomètres dans l'eau, c'est-à-dire en pleine mer, mais surtout aussi, ce qui rend ce tracé impossible à faire techniquement, combien même on aurait le financement, chose à prouver, et encore une fois,
qui reste impossible à ce jour, puisque les partenaires, notamment les capitaux, ne suivront jamais ou ne prendront jamais de tels risques. Mais je reviens sur l'aspect technique, la pose de ce type de pipeline, il faut aller vers ce qu'on appelle le deep water. Le deep water, c'est-à-dire en eau profonde. L'eau profonde, c'est à partir de 200-300 mètres de distance, notamment des côtes, ce qui rend la chose impossible. Maintenant, si on reste dans le shallow water, donc les eaux peu profondes, là, on a cette problématique des bateaux, des navires, la circulation de la navigation de la marine marchande qui pose les ancres. Donc, on doit délimiter des périmètres. Donc, on doit rendre tous ces 13 pays inaccessibles quelque part, ce qui est impossible. Quand l'idée d'un gazoduc Nigeria-Europe, c'est une idée algérienne à la base, au début des années 2000. Et en fait, le Maroc est venu polluer ce projet à travers ce qu'il a proposé lui. Mais d'une façon, c'est-à-dire, c'est une pollution, on va dire, même pas technique ou quoi que ce soit, c'est plus une pollution politique. Et donc, en disant, voilà, nous avons la capacité de faire ce qui est totalement faux. Alors, l'étude que tu as citée tout à l'heure, Badis, dit que pour le projet, donc l'option marocaine, il faudrait 288 ans, pratiquement 3 siècles, pour la rentabiliser, ce qui est... Aucun État européen, aucune entreprise. C'est un effet d'annonce. C'est juste un effet d'annonce pour essayer de subsister par rapport à la machine qu'est l'Algérie actuellement, qui est sur tous les projets, les plus grands projets africains. Ils veulent juste faire du fake pour essayer de subsister sur les réseaux et sur les titres d'information. Pour dire comme quoi, voilà, c'est un pays qui avance alors qu'ils sont à l'arrêt total, ils n'arrivent pas à payer quoi que ce soit, et tout le monde le sait. Donc on va continuer, nous, notre bonhomme de chemin, on va continuer à investir avec des pays, comme l'a si bien dit le président de la République, des pays frères que sont le Niger, le Burkina Faso en l'occurrence, enfin nos voisins directs, la Tunisie, etc. Et on va continuer à travailler de façon consciencieuse et de s'occuper que de nous pour développer et pour que notre peuple ait les meilleures installations et les meilleures spécificités qui puissent continuer à développer leur bien-être. Voilà, on s'occupe de l'Algérie, on s'occupe de nous, on s'occupe de nos pays frères. Et le reste, on n'a pas le temps. On ne regarde pas, nous. On ne regarde pas derrière, on regarde toujours devant. En dehors du TSGP, messieurs, il y a aussi la dorsale de fibre optique qui suit le tracé de la route de l'unité africaine, donc Alger, Niamey, Lagos. Avec en plus ce projet, est-ce qu'on peut dire, Mahdi, je reste avec vous, est-ce qu'on peut dire que l'Algérie est en train de réaliser ses rêves? Mais on est sur tous les fronts, on est sur des stations de dessalement d'eau, on est sur des pipelines, on est partout, on est actuellement sur l'aménagement des ports en Algérie, on est sur le développement des routes, on est sur le développement des trains, enfin les... C'est partout, l'Algérie est partout et ça crée des envieux, ça crée des jaloux, ça crée des fake news, ça crée des problèmes. On continuera, nous on avance. Je suis désolé de le dire, excusez-moi, on est en plein mois du Ramadan, normalement je ne devrais pas dire, mais la caravane passe et les chiens aboient, ils vont continuer à aboyer, on les laissera aboyer et puis voilà, mais nous on continuera à avancer et on continuera à travailler consciencieusement, de façon, on va dire, professionnelle, de façon discrète. Mais on n'a pas besoin d'être justement dans le matu vu. Oui. Nous, ce qu'on fait, on le fait. Galaj Biled, quand on l'a fait, on n'était pas là dans tous les plateaux de télé à dire on va faire. Le président de la République a pris une décision, il l'a fait. Merci, au revoir. On l'a même livré avant même le délai initialement prévu. Les stations de dessalement, ça a été exactement la même chose. Il y a eu 6 stations de dessalement qui ont été inaugurées pendant l'année 2025. En avance par rapport aux délais initiaux prévus. Voilà, on n'a pas besoin. Je vais vous dire une chose. Quand le lion rentre dans la jungle, il n'a pas besoin de dire que c'est le lion. Tout le monde sait que c'est le lion. Et ben l'Algérie, c'est exactement la même chose. L'Algérie va aider effectivement les pays voisins, notamment le Niger, pour l'électrification, mais également le Burkina Faso. Parce que tout à l'heure, Tarek parlait du Burkina Faso, M. Arqab est parti au Burkina Faso et là, effectivement, il y a eu beaucoup d'accords, notamment pour vendre des produits pétroliers, mais également aider le Burkina Faso dans l'électrification, parce que vous savez que beaucoup de pays africains souffrent de manque d'accès à l'électrification. Vous avez évoqué la dorsale numérique, Nouhed, la dorsale numérique accompagne la transsaharienne. Oui. Et le segment nigérien de la transsaharienne sur presque 300 km, il est également construit par l'Algérie. Ça veut dire que là, c'est des actes concrets avec les pays. C'est ça le véritable bon voisinage qui donc se fait par la réalisation de véritables projets. Très bien, merci.
Faisal Mtaoui. Alors, messieurs, on va revenir, si vous le voulez bien, sur cette reprise de la diplomatie, de la relation. Très rapidement, bien sûr, ça allez-y, me Ben. démange depuis tout à l'heure. Vous Allez-y, avez évoqué faites-vous plaisir, la fibre optique. Non, c'est important de le dire. C'est là aussi le continent qui avance grâce à des locomotives comme l'Algérie. Quand on parle de fibre optique, on parle de quoi? On parle de souveraineté numérique, on parle de souveraineté digitale. On parle justement de délocalisation, notamment de cette souveraineté qui longtemps a été monopolisée par l'Occident, un Occident parfois prédateur. Donc c'est important de dire que l'Algérie, encore une fois, en figure de proue, permet l'affranchissement de l'Afrique, non seulement économiquement, mais aussi numériquement. Solution africaine pour des problèmes africains. Par l'Afrique et pour l'Afrique. Absolument. Là, c'est plus solution algérienne pour des problèmes africains. Oui. Voilà, allez, qui dit mieux Tarek? Non? Non. Non, ok. Donc, Tout est dit. solution algérienne pour aux des problèmes problèmes C'est africains. très bien. On Voilà. est là, debout et fiers, comme d'habitude. Badis, on va continuer à parler donc du TSGP. C'est une bonne nouvelle pour l'Europe également, puisque cette infrastructure gazière va presque doubler les approvisionnements en gaz naturel du vieux continent. Doubler, mais surtout aussi sécuriser. Sécurisé. On a vu pendant la période, par exemple, du Covid, mais pas que, c'est-à-dire que l'instabilité, notamment géopolitique en Par rapport Europe, à ce qui se passe entre l'Ukraine et la effectivement, Russie. ça a créé une espèce de cataclysme et d'incertitude, donc d'imprévisibilité, notamment sur l'aspect énergétique. Ce type de projet, mais pas que. Je rappelle que l'Algérie, malgré tout, est restée un partenaire fiable, notamment en matière d'approvisionnement. Et ce qui fait d'elle aujourd'hui un acteur aussi sérieux, notamment légitime pour porter ce type de projet, un projet quand même majeur, d'une grande envergure, et comme vous le disiez effectivement à juste titre, qui permet à l'Europe, via un continent africain, via un développement, via ce corridor, permettre l'approvisionnement malgré tout, encore une fois, dans un aspect et un rapport gagnant-gagnant avec les prix du marché. On parlait de plus de 10 milliards de mètres cubes de gaz par an, c'est peu vous dire, effectivement. Et bien évidemment, c'est aussi une diversification du gaz, ce qu'on appelle le gaz naturel liquéfié, qui lui est parfois est transporté via ce qu'on appelle les super méthaniers, donc c'est des bateaux appropriés pour justement permettre l'approvisionnement. Donc, en matière de rapidité et de fluidification de l'approvisionnement, ce TSGP reste de loin, je dirais, un levier d'approvisionnement majeur, mais surtout aussi stratégique et géo-énergétique. Et ajouter à cela, Badi, c'est que l'Algérie a déjà 2 gazoducs qui lient à travers l'Italie et l'Espagne. L'Algérie a l'infrastructure, elle a l'expertise, l'expérience dans le domaine gazier. Donc c'est effectivement, comme l'a souligné Badis, et c'est dit par tous les experts européens, l'Algérie effectivement est un partenaire fiable en matière énergétique. D'ailleurs, il renforce la sécurité énergétique de l'Europe. C'est ce qui a pesé aussi dans le projet lui-même, puisque je rappelle que ce TSGP va en fait être connecté, donc ce qu'on appelle un pooling, avec les deux gazoducs, effectivement, pour permettre d'acheminer vers l'Europe. Très bien, merci. Messieurs, on va passer à une deuxième actualité et on va reprendre tout d'abord les propos de notre cher Mahdi ici à ma gauche. Mahdi, Alger est loin d'être isolé, très loin, même bien au contraire. Il consolide de jour en jour sa place sur la scène internationale. En témoigne donc la visite de Laurent Nunez, ministre français de l'Intérieur, qui a été reçu en audience par le président Abdelmadjid Tebboune. Mahdi, première visite à Alger du ministre français de l'Intérieur depuis 2022. Écoutez, justement, ça serait bien de faire, je pense, un peu de travaux à El Mouradia pour agrandir la salle d'attente, parce que, à force de recevoir toutes les semaines des dignitaires et responsables de ce monde, je pense qu'il n'y a pas assez de sièges au niveau du palais présidentiel. Non, blague à part, écoutez, c'est un ministre de l'Intérieur qui est venu, un homme qui a, dès le début, eu des mots empreints de respect, de sincérité, qui a été reçu par son homologue Saïd Sayoud. Il est venu en délégation, il a été reçu par la délégation algérienne de façon très respectueuse, très sincère, très fraternelle. Je pense que c'est de bon augure pour des relations apaisées entre l'Algérie et la France. Et pour moi, Laurent Nunez est un taiseux qui bosse. Et vaut mieux un Laurent Nunez qui est un homme d'État, un homme de dialogue, qu'un clown qui prenait son ministère pour un spectacle du Puy du Fou, quoi. Donc, pour pas parler de Ratatouille, puisqu'il croyait que c'était un spectacle du Puy du Fou. Donc voilà, maintenant on est bien, on est de façon, on va dire, apaisé avec la France. On va voir de quoi l'avenir sera fait. Mais je pense que c'est une très très bonne chose, cette réunion bilatérale et la réception de Laurent Nunez par le président de la République. Il a eu des mots aussi
très fort à la sortie de son audience par le président de la République. Et je pense que c'est de bon augure pour une solution apaisée des relations. Plusieurs dossiers ont été abordés, Faisal. Oui, ça, Mais de toute façon, du moment que Ratatouille n'était plus dans l'équation, Is No Good Ratatouille n'était plus dans l'équation, automatiquement, on ne pouvait que s'entendre entre gens respectueux. Monsieur Nunez était accompagné par une forte délégation pour aborder plusieurs dossiers, notamment les dossiers sécuritaires. Et là, cette visite de Monsieur Nunez acte la reprise de la coopération sécuritaire entre les deux pays sur ordre du président Tebboune. Monsieur Nunez était accompagné d'une délégation comprenant entre autres Madame Céline Bertrand, qui est la directrice générale de la sécurité intérieure française, le général d'armée Hubert Bonneau, qui est le directeur général de la gendarmerie nationale, et Virginie Brunner, qui est la directrice générale adjointe de la police française. Donc plusieurs dossiers, la question sécuritaire, la question de la lutte contre le terrorisme, la lutte contre le crime transfrontalier, mais également la lutte contre l'immigration clandestine, dont la question des réadmissions évoquée par M. Nunez, donc après sa déclaration au sortir de l'audience accordée par le président Tebboune. Donc ça relance les prochains jours, après le Ramadan, il y aura des réunions entre les deux pays, des réunions techniques, donc pour renforcer cette reprise de coopération dans le domaine de la lutte contre l'immigration clandestine et la sécurité. Cette visite de Laurent Nunez, on aura l'occasion d'y revenir plus longuement un peu plus tard dans l'émission. Retour à présent sur le message adressé par Abdelmadjid Tebboune, président de la République, à la Nation à l'occasion de la journée nationale du Shahid. C'était donc ce 18 février, un message dans lequel le chef de l'État a insisté sur la fidélité au serment des martyrs. Talq. Tout à fait, la fidélité au serment des martyrs, à nos valeureux chouhada, Allah yarham chouhada. Et donc il faut savoir que c'est quand même la 35e année que nous fêtons, que nous célébrons cette journée du Shahid qui a été instaurée en 18 février 1991, donc au début des années 90, et qu'il était important aussi chaque année de se remémorer donc, de sacrifices de nos chouhada. Et quand on parle de chouhada, c'est-à-dire c'est des chouhada depuis l'occupation de l'Algérie par la France, c'est-à-dire depuis 1830. Moi, je pense que le message du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, réinstalle la boussole mémorielle. Ce qu'il faut rappeler que l'État algérien n'oublie pas d'où il vient, donc il sait où il va, d'une part. D'autre part, à travers ce type de long terme mémoriel, je dis bien long terme mémoriel qui guide nos pas aujourd'hui, ce qui me pousse à dire que la fidélité aujourd'hui aux martyrs, aux legs de nos martyrs, nos valeureux martyrs, n'est pas un slogan, mais plutôt une obligation de résultat. Très important de le dire. Donc c'est un engagement fidèle, notamment à leur sacrifice, mais qui est aujourd'hui matérialisé par des luttes, par des combats d'une nouvelle génération pour asseoir cette souveraineté, asseoir cette indépendance, mais surtout aussi regarder l'avenir avec certitude, avec confiance. Merci Badis. Autre actualité à retenir également, le président de la République Abdelmadjid Tebboune qui a eu mercredi un entretien téléphonique avec son homologue tunisien Kais Saïed, un entretien téléphonique au cours duquel il lui a donc adressé ses félicitations à l'occasion de l'avènement du mois sacré de Ramadan. Et les deux présidents ont évoqué effectivement les relations bilatérales fraternelles et solides de pays voisins. On parlait tout à l'heure du voisin du Sud, le Niger, là c'est la Tunisie, et la relation entre les deux pays se consolide, puisque je rappelle, Nouhed, que monsieur le Premier ministre Seferli a visité la Tunisie en décembre 2025, où il a été, au cours de la visite, le résultat a été très très fort, puisque 25 accords ont été signés dans plusieurs secteurs, de la santé, de l'investissement, de l'énergie, mais également des développements des zones frontalières. Je rappelle aussi que l'Algérie est parmi les grands fournisseurs de gaz naturel pour son voisin tunisien, puisque le gazoduc qui lie l'Algérie à l'Italie passe par le territoire tunisien. Bien, et cet échange donc entre les deux présidents, on m'a dit, c'est un geste fort à portée symbolique qui traduit justement la continuité, la coordination entre l'Algérie et la Tunisie. La Tunisie et l'Algérie, c'est une relation qui est juste exceptionnelle. C'est une relation de fraternité pure. C'est une relation de respect mutuel entre deux grands pays et entre deux grands présidents également. La Tunisie restera toujours l'allié indéboulonnable de l'Algérie. L'Algérie restera l'allié indéboulonnable de la Tunisie. Ils se protègent l'un l'autre et ça continuera comme ça parce que c'est deux grands pays et deux pays avec à leur tête des dirigeants justement qui aiment plus que tout leur pays et leur peuple.
Et à retenir également, messieurs, les vœux de M. Abdelmadjid Tebboune, donc président de la République, à l'occasion du mois sacré de Ramadan, Faisal. Oui, le président, dans son message, a salué donc les efforts qu'a pris notre pays pour le mettre à l'abri des fluctuations du marché international en assurant la disponibilité des produits, de tous les produits pour les citoyens. Et il a appelé à joindre les efforts pour lutter notamment contre le gaspillage. Donc c'est un message de vœux, mais qui porte aussi d'un conseil, parce que c'est vrai que la période du Ramadan est marquée parfois par un gaspillage de certains produits, dont le pain. Moi, je reviens sur ce message du président de la République qui marque aussi son attachement, notamment au-delà de l'aspect de solidarité, de spiritualité, qui marque encore une fois le mois du Ramadan béni. Et c'est aussi, je dirais, l'attention que porte le président de la République au peuple algérien pendant cette période. Rappelez-vous, lors d'un des conseils des ministres, le président a donné des instructions, notamment pour bien préparer cette période, pour que justement le citoyen algérien ne pâtisse pas de cette période, que tous les moyens seront mis en place pour effectivement qu'il passe un mois béni, un mois dans lequel il se concentre sur la spiritualité, sur je dirais le religieux, et on voit effectivement dans les étalages les marchandises, on voit aussi cette politique de régulation des prix, encore une fois pour protéger le citoyen algérien pour qu'il puisse passer un bon Ramadan. Très bien, Badis. On en revient, messieurs, au ballet diplomatique qui donc se poursuit à Alger, avec la visite à Alger donc cette semaine du chef d'état-major de l'armée de terre italienne, le général de corps d'armée Masiello Carmine. C'était mardi 17 février. Il a été reçu par le général d'armée, ministre délégué auprès du ministre des Affaires, de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, Saïd Chenghel Hafez. Oui, Masiello Carmine a été reçu effectivement par le général d'armée, ministre délégué auprès du ministre de la Défense, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, pour évoquer les opportunités de coopération et consolider aussi la coopération dans le domaine militaire. En janvier 2026, il y a eu aussi la visite du vice-amiral Ottaviani Giacinto, directeur national de l'armement, puisque l'Algérie est aussi un client de l'industrie de défense italienne et qu'il y a beaucoup de coopération dans le domaine de la formation technique, mais aussi dans le domaine naval, puisque l'Algérie achète aussi des bâtiments de guerre italiens, mais aussi des hélicoptères. Et il y a donc des perspectives de consolidation, parce qu'on sait qu'entre les deux pays, il y a une excellente relation. Donc c'est un bon voisin aussi, un autre voisin du Nord. Et c'est le domaine militaire, la diplomatie militaire accompagne aussi tous les efforts menés par la diplomatie algérienne à l'étranger. Cette visite de M. Carmine ouvre aussi de nouvelles perspectives de coopération dans plusieurs domaines, dans le domaine de l'infanterie notamment. Et elle traduit la montée en puissance du partenariat stratégique algéro-italien, notamment dans le domaine de la défense, mais aussi de la formation, c'est important de le rappeler. Oui, tout à fait. Alors au mois de janvier, effectivement, il y a eu la 16e commission mixte algéro-italienne en matière de défense, et je pense que cette visite du général d'armée Carmine, c'est en quelque sorte la phase de concrétisation des mesures qui ont été prises, donc des résolutions qui ont été prises durant la 16e commission. Très bien. Et Badis, l'objectif de cette visite, on peut dire que c'est de consolider davantage la relation qui existe entre l'Algérie et l'Italie ? Alors, tout d'abord, je rappelle une coopération militaire exemplaire. C'est une coopération qui préserve la paix sans pour autant altérer, voire fourvoyer l'intérêt national. Donc l'Algérie s'inscrit dans ce sillage, dans cette perspective, à vouloir créer, consolider des coopérations militaires pragmatiques, je dis bien pragmatiques, en l'occurrence avec notre pays voisin, riverain notamment, qui est l'Italie, aussi basé sur une approche, quand je parle de pragmatisme, je parle de triptyque, à savoir sécurité, stabilité, mais surtout aussi intérêt partagé. Et là aussi, je reviens sur le gagnant-gagnant. Donc, en d'autres termes, je dirais l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée Libération nationale, s'inscrit dans une logique, je dirais même éternelle, de dialogue militaire, donc dans la stratégie militaire, prévisibilité. Vous gardez la parole justement, Badis. Vous avez des chiffres à nous donner justement par rapport à cette information qui est tombée. L'Algérie, championne arabe de transferts sociaux et des subventions. Le classement du site Al Jazeera Net des pays arabes concernant donc les subventions publiques ou les transferts sociaux place l'Algérie au premier rang. Nouad, je ne voulais pas justement passer à côté puisque c'est une information très importante que certains ont voulu occulter, mais que moi je veux mettre en exergue ce soir. Ce soir, parlons chiffres, je dirais, mais surtout parlons réalité. Réalité, à savoir, comme on le voit
dans le tableau, qui a été rapidement mis en ligne. On parle de quoi? Quelques chiffres, 46,3 milliards de dollars. C'est équivaut à 34,1% du budget national. Comme vous le disiez, effectivement, selon une compilation d'Al Jazeera Net, on dénombre, ou en tout cas l'Algérie aujourd'hui, arrive première, comme on le voit dans ce tableau, à savoir d'abord dans le monde arabe, mais pas que. J'ai extrapolé cette étude vers l'Afrique également, et figurez-vous que je trouve que l'Algérie est toujours classée première en matière de volume de subventions sociales. Première, oui, et ce n'est pas un slogan, c'est un chiffre, encore une fois, palpable, vérifiable. L'Algérie, c'est 47 millions d'habitants. L'Algérie, c'est 2,380 000 kilomètres carrés. Juste entre parenthèses, le plus vaste pays d'Afrique. Subventionner l'Algérie, aujourd'hui, ce n'est pas subventionner une ville-État, mais plutôt subventionner un territoire grand comme un continent. C'est garantir aussi les mêmes prix, et ça c'est très important de le dire, Nouad, à travers ce tableau, à travers cette volonté politique voulue par le président de la République, à travers ce caractère social de l'Algérie indéfectible et indéboulonnable, pour reprendre la définition de Mehdi. Donc c'est garantir les mêmes prix du littoral aux confins sahariens. C'est maintenir aussi l'électricité, le gaz, le pain, le lait, l'eau à des niveaux accessibles. C'est aussi assurer la gratuité de la santé. Je rappelle que c'est un avantage que le peuple algérien, et d'ailleurs que beaucoup aujourd'hui nous envient. C'est aussi garantir l'école publique gratuite notamment. Et cela représente en moyenne, et c'est là où ça devient très intéressant, plus de 1 000 $ par habitant par an. C'est l'effort consenti par la volonté politique notamment du président pour, encore une fois, le citoyen algérien. Ensuite, effectivement, le tableau démontre que le Koweït est en deuxième position, mais, peut-être petit rappel à toute fin utile, avec 4,5 millions d'habitants et 17 000 km², s'il vous plaît. L'Algérie est 140 fois plus vaste et l'Algérie est 10 fois plus peuplée, effectivement. Ce que certains présentent, et là je me retourne vers les mauvaises langues, ce que certains présentent comme normal. Alors là, les mauvaises langues. Comme normal est en réalité un effort budgétaire massif, voulu, assumé de la part du président de la République. Donc, dans un monde où beaucoup d'États aussi, je rappelle, ont réduit leurs aides, notamment où l'austérité est devenue la norme et la normalité, l'Algérie, elle, a choisi la protection sociale. Ce n'est pas un hasard, c'est un choix politique assumé. Et j'adresse un message aux sceptiques, aux semeurs de doutes, ou que dis-je, aux semeurs de troubles, notamment. Il est facile de critiquer, et il est plus difficile, notamment de comparer, sauf qu'aujourd'hui, nous sommes en train de comparer et faire cet exercice à leur place. Donc combien de pays de la région maintiennent encore des prix énergétiques régulés? Peu. Combien garantissent une santé gratuite à l'échelle nationale? Aucun. Combien consacrent plus d'un tiers de leur budget à la cohésion sociale? On peut débattre sur certains aspects. On peut discuter du ciblage, on peut effectivement continuer à défendre des réformes déjà amorcées, initiées par le président, mais nier l'effort aujourd'hui, c'est nier l'évidence. L'Algérie nouvelle, l'Algérie victorieuse, ce n'est pas seulement des discours, ce sont des arbitrages budgétaires voulus par le président de la République. C'est la décision de protéger le pouvoir d'achat à Nouad. C'est, malgré d'ailleurs les tensions mondiales, c'est le choix aussi de la stabilité sociale comme socle, encore une fois, impénétrable, je dirais, du développement algérien. Donc dans un contexte international, je rappelle, marqué par l'inflation, beaucoup d'inflation dans beaucoup de pays, par des crises énergétiques et surtout par des tensions géopolitiques et sécuritaires, maintenir 34,1% du budget pour les subventions, c'est envoyer un message très clair qui consiste à dire la cohésion nationale n'est pas négociable en Algérie. Et je finirai, on peut toujours voir le verre à moitié vide. Les chiffres aujourd'hui, eux, sont pleins à rabord même, je dirais. Sur le terrain social, l'Algérie demeure l'un des pays les plus protecteurs de sa région, les plus protecteurs de ses citoyens. La véritable question aujourd'hui n'est pas de savoir si l'effort existe, il existe bel et bien, on peut le démontrer. La question est comment rendre encore plus efficace, plus ciblé, plus durable ces subventions. Et enfin, parce que protéger, c'est un choix, moderniser, je dirais, c'est une ambition. Et aujourd'hui, les chiffres montrent, encore une fois, Nouad, une seule chose, la solidarité nationale reste au cœur du modèle
algérien. Il y a un commentaire sur ce que vient de dire Badis. Sur tous ces chiffres. Plusieurs commentaires. Déjà, le premier, c'est qu'un État fort, c'est un État qui protège les faibles. C'est ça ce qu'il faut savoir. Donc c'est ce que fait l'Algérie avec la population. L'Algérie sera toujours aux côtés de sa population. Quand on voit les projets qui sont faits les uns après les autres, c'est toujours des projets qui servent directement la population. Quand on voit le nombre d'habitations qui est créé, le nombre de logements qui est créé, les routes, les infrastructures, les hôpitaux, les écoles, tout ce qui est en train d'être fait, les stations de dessalement d'eau, le train, enfin, voilà, tout ça c'est pour être au plus près de la population algérienne. On n'est pas là pour faire... allez, je vais être mauvaise langue, c'est le ramadan, mais on n'est pas là pour faire des Nikki Beach pour que des étrangers viennent chanter, danser chez nous. On n'est pas là pour faire plaisir aux anciens colons. On est là pour s'occuper d'abord de notre population, et c'est ça toute la différence entre l'Algérie et les autres. Et quand Badis dit oui, les mauvaises langues, encore une fois, les chiens aboient et la caravane passe. On continuera, nous, à faire notre bonhomme de chemin, avancer de façon structurée et de continuer à développer la belle et grande Algérie. Et je suis désolé de le dire, l'Algérie n'est pas un pays en voie de développement, l'Algérie est un pays émergent. Et j'en ai marre qu'on dise que l'Algérie est un pays en voie de développement. C'est pas vrai, l'Algérie est un pays émergent et on continuera justement à avoir des chiffres qui représentent toute la puissance financière de l'Algérie. On parlait tout à l'heure de la journée des martyrs. La déclaration du 1er novembre dit que l'État algérien, c'est une république démocratique et sociale. Ça veut dire que les transferts sociaux, l'État social, et d'ailleurs le président Abdelmajid Tebboune a toujours rappelé que l'Algérie est attachée au fait que l'État algérien est un État social. Badis rappelait avec détail comment l'État algérien est un État social en matière de transferts sociaux, en matière de soutien aux produits de large consommation, en matière de gratuité des soins, en matière de gratuité de la scolarité, l'augmentation de l'allocation retraite, l'allocation chômage, la dispense des personnes qui ont un revenu limité de l'impôt sur le revenu, etc. Le carburant, les produits, etc. Voilà, il y a tout. Donc c'est une véritable politique qui s'assoit sur une fidélité aux martyrs également. État démocratique et social. Dans la liste aussi, il y a alors ce qu'il faut savoir, c'est les places, les billets Air Algérie aussi qui sont soutenus, et donc domestiques également qui sont soutenus par l'État. Enfin, la liste, elle est longue. Moi, ce que je retiens, excuse-moi, Mehdi, c'est les déclarations du président Tebboune dernièrement lors de la rencontre avec la presse, où il a décidé de relancer la commission d'études sur les transferts sociaux. Donc c'est une commission qui sera composée de représentants de syndicats et de partis politiques qui vont travailler sur le sujet et qui vont essayer d'y voir un peu plus clair sur la question des transferts, parce que quand même 43 milliards de dollars, c'est énorme, et qu'il est possible de pouvoir faire, pas uniquement des économies, mais surtout à travers le ciblage, de pouvoir dire qui mérite le plus, on va dire, pour bénéficier de ces transferts sociaux. Et c'est pour ça que régulièrement, notamment au Conseil des ministres, il insiste sur la numérisation, sur la digitalisation, parce que c'est justement la technologie qui va permettre justement de pouvoir atteindre cet objectif. Très bien, on retient une dernière information, messieurs, c'est l'Algérie qui a accompli des progrès considérables dans ses efforts pour se conformer aux normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Faisal. Oui, c'est le GAFI, c'est le groupe international qui est en charge de surveiller les politiques des États en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme. Et tout le monde sait que l'Algérie, à travers l'ONU, a imposé une loi internationale pour criminaliser le financement du terrorisme, notamment en zone sahélienne. Et effectivement, il y a eu une session de ce GAFI qui s'est réunie en février, ce mois de février, et a souligné donc les efforts mis par l'Algérie en matière de consolidation de ce système de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement terrorisme, l'amélioration de la supervision fondée sur les risques, ça c'est écrit dans le rapport, notamment les secteurs à haut risque, donc le secteur de la finance, élaboration d'un cadre efficace pour les informations de base, renforcement du régime de déclaration des opérations suspectes, mise en place d'un cadre juridique institutionnel efficace, également mise en œuvre d'une approche fondée sur les risques pour les supervisions des organisations internationales. C'est bien aussi de faire ça pour Dubaï. Moi, je mets les pieds dans le plat pour les Émirats Arabes Unis, le GAFI.
d'accord, au lieu de s'occuper de l'Algérie qui est plus blanc que blanc, ça serait bien de s'occuper un peu d'aller du côté des Émirats, parce que je pense que là-bas, il y a beaucoup de choses à voir et à revoir. Et là, c'est pas le Ramadan qui me fait parler, hein, c'est ce que je pense réellement. Donc ça serait bien de se déplacer un peu là-bas et de regarder tous les comptes qui viennent d'un peu partout, tous les virements qui viennent à travers le monde des narcotrafics et de tout, en tout genre. Et l'affaire Epstein le montre encore que quand... Voilà, l'or trafiqué, voilà, et quand l'affaire Epstein montre comme quoi toutes les transactions que faisait ce pédocriminel passaient automatiquement par Dubaï pour blanchir et laver l'argent qu'il transférait. Donc je pense que l'Algérie n'a pas de leçon de recevoir de qui que ce soit sur le traitement justement de l'argent sale, parce qu'on est on est un pays justement qui savons d'où est venu le terrorisme, puisque qui dit terrorisme dit argent sale, et c'est du financement. Et je rappelle à qui veut l'entendre que l'Algérie est le seul pays au monde jusqu'en 2026 qui a vaincu et battu le terrorisme seul. Voilà, c'est très important pour les gens qui ont des pertes de mémoire. Moi, pour abonder dans ton sens, Mahdi, il y a aussi un autre point très important, notamment quand on parle de Gafi, on parle aussi de lutte antiterroriste. Oui. Je rappelle que l'Algérie a été... C'est la principale source de financement, c'est le blanchiment d'argent pour le terrorisme. Alors d'abord, justement, je rebondis dessus, c'est que le financement du terrorisme, notamment en Algérie, a été fait par qui? Par des pays tiers, par des entités tiers. Bien sûr. On ne l'a pas voulu. Sauf que ça a fait de l'Algérie un pays expert en matière justement de lutte et de financement terroriste. Et d'ailleurs, l'Algérie a été précurseur et aussi instigatrice. Elle a initié une résolution notamment à l'ONU, notamment au Conseil de sécurité, pour permettre de mieux lutter pour les financements justement du terrorisme. Bien sûr. Donc l'Algérie n'a pas besoin d'influencer pour être crédible. L'Algérie n'a pas besoin de soudoyer pour être légitime. L'Algérie avance à grands pas. Et je reviens maintenant sur, effectivement, peut-être sur le côté de corruption, effectivement ce fléau mondial et planétaire, dans plusieurs pays, y compris en Occident et en Europe, en sont victimes. Ce n'est pas un hasard, posez-vous la question, ce n'est pas un hasard que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, insiste, persiste et même donne des injonctions pour avoir cette transition numérique et cette numérisation notamment de l'administration algérienne. C'est pour permettre effectivement, au-delà du GAFI, puisque le GAFI c'est secondaire, nous ce qui nous intéresse, ce qui intéresse le président de la République, c'est de comment faire de cette Algérie une Algérie qui ambitionne avec des moyens adaptés, avec un dispositif financier notamment en lien avec les mutations financières internationales pour capter les investissements et autres. Et donc pour cela, aussi pour les IDE, il y a besoin de rassurer. Ce n'est pas un hasard aussi, je fais un parallèle avec l'Algérie, l'attractivité de l'Algérie qui est devenue aujourd'hui une destination notamment des IDE. Donc c'est tout cela grâce aux efforts consentis par une vision notamment stratégmique et stratégique de la part du président de la République à faire de l'Algérie je dirais, la Mecque maintenant de l'investissement, la Mecque pour réassurer notamment les investisseurs futurs. Badis parlait donc financement du terrorisme. Il est connu que les Émirats arabes unis financent les groupes armés dans la région du Sahel et de l'Afrique. Mahdi parlait de Dubaï, Abu Dhabi surtout, Abu Dhabi. Je crois qu'elle les finance. Enfin, je crois que tu te trompes. Elle les finance pas. Elle les crée. C'est pas la même chose entre financer quelque chose qui existe et les créer. Oui. D'accord. Donc, à un moment, il faut savoir dire les choses. On est là, c'est Ramadan, il ne faut pas mentir, il ne faut pas se dire il faut tout se dire. D'accord. Donc, elle est en train de faire de la création d'entités terroristes un peu partout dans le monde. Et surtout en Afrique, pour les richesses africaines, pour piller les richesses africaines. C'est pas difficile à dire. C'est pas difficile à dire. Au vu, au-dessus tout le monde. Avant de passer, tout le monde. Avant de passer à la création, ils ont surtout financé pour l'achat d'armement, pour le matériel, etc. Abu Dhabi est considéré comme une zone grise en matière de blanchiment d'argent. Mais elle n'est pas grise, elle est noire, elle est rouge pourpre, elle est tout ce que tu veux, elle n'est pas grise. C'est plus du gris, c'est plus du gris. Pas uniquement pour le blanchiment d'argent, pour le transfert de l'or, pour le transfert des diamants, du sang, parce que, etc. vers cette zone qui après prennent un autre chemin vers Tel Aviv. Merci Faisal Matawi, merci messieurs pour cette première partie. Donc c'était l'essentiel de l'actualité. On revient tout de suite pour l'Aïd d'Alger.